Mes amis, bien le bonjour. Il y a une dizaine d'années, le temps passe vite, nous avons eu un référendum sur le Brexit au Royaume-Uni. Est-ce qu'on veut rester dans l'Union européenne ou est-ce qu'on veut sortir? Alors, révélation, n'est-ce pas? J'ai voté pour sortir de l'Union européenne. À l'époque, je me rappelle, dès qu'on a eu les résultats, certains ont célébré, j'en faisais partie, et d'autres étaient extrêmement fâchés. Je me rappelle en particulier d'un collègue, un gars très sympa même, peut-être avec des tendances légèrement wokistes. Il avait flippé. Il avait dit, ce pays partira au chien, moi je vais pas rester parmi vous, je prends mes affaires, je dégage. C'était un Néderlandais, si on peut dire ça comme ça, il venait des Pays-Bas. Et puis, littéralement, dans les 2-3 semaines après les résultats, il a pris ses affaires et il est parti. Maintenant, je regarde aujourd'hui cette scène, et puis nous sommes presque 10 ans plus tard, et c'est moi qui m'apprête à partir. J'ai déjà acheté des billets aller simples pour moi et pour ma famille. Je dois préparer mes valises qui ne sont pas encore complètement finies. Et je regarde cette scène et je me dis, est-ce qu'il n'avait pas raison quelque part? Je ne suis pas le seul à partir. Beaucoup de gens partent. Hein. C'est un exode massif de gens de tous les niveaux de vie, des pauvres, des riches, des gens de la classe moyenne. Pratiquement, tous ceux qui peuvent partir sont en train de dégager de ce pays, qui devient absolument invivable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vous raconte, et on va analyser cela. Pourquoi c'est important d'analyser? Parce que je sais qu'énormément de mes amis en France souhaitent un Frexit, ce qui est, je crois, toujours une bonne chose. Mais maintenant, il faut toujours faire attention aux expériences des uns et des autres, en particulier celles des Britanniques, pour ne pas répéter leurs erreurs. Alors, je te raconte. Il faut savoir une chose, c'est que quand nous étions sous le joug de l'Union européenne, nous en faisions partie, eh bien, on avait deux problèmes. Mais ces problèmes se confondaient. Hein. Comme dit la SNCF, un train peut en cacher un autre. Ça signifie que on avait, si tu veux, les problèmes qui venaient de Bruxelles, des décisions de l'Union européenne et tout ça, et on avait des problèmes qui étaient causés par nos propres dirigeants. Mais ça, on ne pouvait pas le voir. Pour nous, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait un mur de décisions n'ayant aucun sens, sans queue ni tête. On voyait des problèmes économiques se succéder. On voyait l'immigration illégale qu'on ne pouvait pas freiner. On voyait l'hôpital s'effondrer et tout ça. Et la première chose qu'on a vue, c'était les problèmes venant de l'Union européenne. C'était l'explication. Alors on s'était dit quoi? Et c'est dans cette logique que j'ai voté, que beaucoup de gens ont voté pour le Brexit. On s'était dit, nous sommes plus raisonnables. Nous avons des gens au pouvoir ici qui sont plus intelligents, qui sont plus visionnaires que les personnes, que les bureaucrates de l'Union européenne. Donc, quand on sortira et on aura notre souveraineté, eh bien, on pourra reprendre le règne, n'est-ce pas, et prendre des décisions qui vont dans notre intérêt. Ça, c'était, si tu veux, l'hypothèse de départ, qui n'a pas été vérifiée avec le temps, malheureusement. Alors, on est sorti de l'Union européenne et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé ceci. D'une part, les problèmes qui étaient causés par l'Union européenne ne sont pas partis juste comme ça. C'est pas parce que tu sors de l'Union européenne que les problèmes de l'Union européenne vont disparaître de ta vie. Non, c'est plus compliqué. Je te donne peut-être 2 exemples. On peut en donner plus, mais je te donne 2 exemples. Premier exemple. À l'époque où nous étions dans l'Union européenne, quand il y avait un contrat public, par exemple, pour construire, mettons, des bateaux, eh bien, ce contrat donnait lieu à un appel d'offres qui devait, par la loi, être européen. Ça signifie qu'il devait être ouvert, non pas aux entreprises britanniques, mais aux entreprises européennes de manière générale. La France fait pareil, l'Allemagne fait pareil. Donc, des entreprises venaient d'ailleurs, des chantiers français, des chantiers italiens, tout ça, et donc partager les rares commandes qui arrivaient avec les chantiers britanniques, voire les chantiers britanniques étaient complètement évincés. Ils n'avaient aucun privilège par rapport au contrat de leur pays. Ils étaient soumis à la concurrence. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont effondrés, ils ont coulé. Maintenant, voilà, nous sommes en post-Brexit.
Mais on peut faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas juste faire comme ça et les ramener à la vie. Ça marche pas comme ça. Hein, une fois que des chantiers enfermés, que les grues sont rouillées, que le terrain a été vendu, que les gens se sont dispersés, que l'écosystème, hein, l'écosystème de fournisseurs, de partenaires, tout ça, ont coulé également, que les emplois indirects ont disparu, que le savoir-faire n'est plus là. On peut pas juste dire c'est bon, on revient comme avant. C'est pas possible. Et ce genre de dégâts ont été commis sur d'énormes pans de notre économie. Donc on peut pas juste venir comme ça les changer. Autre chose. Quand tu prends les décisions de Bruxelles, elles se présentaient sous quelle forme ici? Eh bien, elles se présentaient sous forme de lois, de régulations, d'ordonnances, de machin, plein de choses. Ok. Maintenant, elles arrivaient ici et elles étaient appliquées. On sort de l'Union européenne. Attention, on sort, mais il s'est passé quoi? Énormément de lois, énormément de décisions de Bruxelles ont été transformées en lois qui font partie maintenant des lois britanniques. C'est des lois britanniques, c'est pas des lois européennes. Elles sont passées par le Parlement, elles ont été discutées au Parlement et votées au Parlement, c'est des lois britanniques aujourd'hui. Combien même à l'origine, l'initiative était de Bruxelles. Ok. Mais aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est sorti de l'Union européenne qu'on peut juste prendre le stylo et les barrer. Parce qu'encore une fois, c'est des lois britanniques. Ça signifie, si une loi a été passée en session parlementaire, eh ben, il faut aussi la révoquer en session parlementaire. C'est pas évident. Il faut que tout le monde soit d'accord, il faut voter, il faut tout ça. Et donc, comme pendant très longtemps on était dans l'Union européenne, et que l'Union européenne pondait énormément de décisions et nous les transformions en lois dans notre code, ben on ne peut pas juste les retirer comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Troisième élément, c'est que on ne pouvait pas... regarde, par exemple, je suis né en Algérie. Et quand l'Algérie a pris son indépendance de la France en 1962, hein, c'est le 1er novembre 1962, c'est pas que le 2 novembre, l'Algérie avait ses lois, tout ça. Non, pendant longtemps, pendant des années même, elle a gardé des lois qui venaient de la France. Les cours ou les programmes universitaires et scolaires étaient les mêmes qu'il y avait en 61. Les programmes d'école ou autres de 63 étaient les mêmes, à peu de choses près, que ceux de 61. Parce qu'on ne peut pas changer juste comme ça. Après, par la suite, bien sûr, ça a changé. Mais sur le moment, on ne peut pas tout changer d'un coup. Rajoute à cela, il y avait une autre problématique. L'autre problématique, c'est qu'énormément d'entreprises travaillaient avec l'Union européenne. Donc il fallait garder une sorte d'accords légaux pour qu'elles puissent continuer à travailler. Sinon, on aurait fini avec énormément d'effondrements et de chômage de masse, etc. Tu comprends tout ça. Donc, ce que je cherche à dire, c'est qu'une fois qu'on est sorti du Brexit, même si théoriquement, on ne dépendait pas des lois européennes futures, celles qui étaient avant, elles sont là. En réalité, on a même fait pire. C'est que tu prends par exemple les bouchons dans les bouteilles, c'est juste un exemple. Les bouchons dans les bouteilles, tu vas aux États-Unis, tu ouvres la bouteille, le bouchon vient, il n'y a pas de souci. Tu vas en Égypte ou en Turquie, tu fais ça, le bouchon vient dans ta main. Royaume-Uni, la même semaine où ils ont introduit ces bouteilles en Europe, en Union européenne, elles sont arrivées aussi au Royaume-Uni. Et tous les fabricants britanniques, alors quelqu'un peut dire, oui, mais tu sais, les machines, on ne va pas fabriquer que des machines pour le Royaume-Uni. Mais pourquoi on peut fabriquer des machines pour la Turquie, des machines pour le Sénégal, des machines pour les États-Unis et pas pour le Royaume-Uni? Et encore, on veut me dire que la même semaine où ça a été introduit en Europe, les machines britanniques ont toutes été changées puis qu'on n'avait pas le choix, on a trouvé ces machines-là? Non, il y a eu un suivisme, il y a quelque chose qui a été fait pour suivre l'Union européenne. Bon, donc, la pression de l'Union européenne a à peine baissé en 10 ans. Donc on est après Brexit, mais tous les dégâts faits par l'Europe sont toujours là. Les lois européennes sont en grande partie là. Les normes européennes sont là. Pratiquement tout ce qui a été traduit dans les pratiques britanniques est toujours là. Donc, ceci n'a pas beaucoup changé, comme tu vois. Mettons que l'Union européenne... Allez, on a peut-être gagné 20% par rapport à la pression européenne qu'on avait avant. Et il n'y a plus le drapeau européen. Ok, maintenant, là où on a perdu, c'est que nos dirigeants, qui avant étaient enchaînés
à l'Union européenne sont aujourd'hui libres, hein, libres de faire ce qu'ils veulent, d'agir comme bon leur semble. Et on a réalisé une chose, qu'ils étaient beaucoup plus radicaux que l'Union européenne. Eh oui, forcément. Hein. Je te donne un exemple. Par rapport à l'immigration illégale, les gens qui arrivent par bateau, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit au départ, durant le référendum pour le Brexit, alors écoutez, quand on sortira, on reprendra le contrôle de nos frontières. Mais quand tu dis je reprends le contrôle des frontières, t'as pas dit si tu veux augmenter ou diminuer l'immigration. Tu n'as rien dit du tout. Tu as dit tu veux reprendre le contrôle. Alors oui, on a repris le contrôle, mais c'était pour aller encore plus loin que ce que faisait Bruxelles. Ça signifie on a une explosion, littéralement, des traversées. Et en plus, on est rentré dans le monde, aujourd'hui, dans l'ère post-frontière. Ça signifie, c'est fini. On est prêt à accepter aujourd'hui, même s'il y a 100 millions de personnes qui viennent, on les accepte. Peu importe. On remplira les hôtels. Quand il n'y aura plus d'hôtels, on remplira les maisons. Quand il n'y aura plus de maisons, on construira des tentes. Peu importe. Et puis, on distribuera de l'argent à tout le monde. S'il faut, on l'imprimera. Et quand il n'y en aura plus, on empruntera. Et puis, peu importe. On est réellement dans l'ère post-frontière. On a des centaines de gens, 600 par-ci, 500 par-là, 650 par-là, en augmentation constamment par rapport aux années précédentes. Quand ils sont reçus, ils sont accueillis, des autobus, des traducteurs, des services sociaux, tout ça. Et on y va. On est à 7-8 millions d'euros par jour, je ne me trompe pas, par jour de factures d'hôtel. Récemment, le ministère de l'Intérieur, le Home Office, a été au bord de la faillite. Il ne pouvait plus payer, il n'avait plus de trésorerie, il ne pouvait plus payer parce que c'est tellement énorme la facture. Alors qu'ont fait les hôteliers? Ils ont menacé de virer les migrants, de les sortir à la rue. Alors le Home Office a commencé à supplier, tout ça, et en plus les hôtels ont eu des problèmes parce que les hôtels, si tu veux, ils n'ont pas des marges de 100%. Eux-mêmes ont des dépenses, par exemple les services de sécurité, etc. Même, ils ne pouvaient plus payer les hôtels, parce que l'État ne les payait pas. Et donc, ça créait une cascade de problèmes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a, d'ailleurs, même le Royaume-Uni loue plusieurs centaines de chambres en les laissant vides. Hein, il n'y a pas que des chambres pleines, il y a des chambres d'hôtel vides, juste en cas de besoin. On les laisse, ça fait une sorte de buffer, ça fait une sorte de tampon. Si jamais on a besoin de plus de chambres, si jamais un jour il fait beau, puis les passeurs nous envoient, je sais pas moi, 2000, 3000 personnes d'un coup, qu'on puisse les héberger. Tu vois, on en est à ce point, on est véritablement dans un emballement. Alors, récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je dis récemment, je suis en train de te parler il y a 10 jours. L'État britannique a commissionné une entreprise qui s'appelle Serco. Serco, c'est une entreprise qui était devenue très célèbre durant le Covid. C'est elle qui faisait les tracer les gens et tout. Et ils sont très, très spécialisés là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils gèrent les prisons britanniques. Les prisons britanniques sont gérées par Serco. De temps en temps, quand tu vois un véhicule avec leur logo, généralement, ils sortent de camions blancs avec des petites vitres comme ça. Ils transportent des prisonniers. Donc, parmi leurs grands actionnaires, si tu veux, on a Vanguard, on a BlackRock. C'est des informations publiques, hein, c'est pas de la conspiration, c'est des infos que tout le monde peut aller vérifier. Donc, eh bien, il leur a donné le mandat de faire quoi? Il leur a donné le mandat de louer des logements pour les migrants, mais les louer sur le marché privé. Donc, plus d'hôtels, les hôtels qui sont remplis, parce qu'on n'arrive plus à trouver d'hôtels, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a commandité cette compagnie pour qu'elle aille sur le marché du logement privé, louer des logements au-dessus du prix du marché, avec des contrats garantis 5 ans par l'État, réparation garantie, paiement des taxes locales garantie, paiement des factures, électricité, chauffage, tout ça garanti par l'État. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de créer l'inflation. Ça signifie que l'argent du contribuable est utilisé pour lutter contre le contribuable quand celui-ci veut aller louer un logement. Parce qu'on est en train de créer une demande massive, une demande étatique, avec des sommes au-dessus du prix du marché. Donc énormément de propriétaires privés préférant louer parce qu'on leur dit, vous savez, même si on vous dégrade votre logement, même si au bout de 5 ans il est dégradé, vous inquiétez pas, on va vous le réparer, il n'y a pas de limite. Alors que si vous louez à un particulier ou autre, il peut vous laisser tomber au bout de 6 mois, il peut vous dégrader et puis ne pas vous payer, tout ça. Alors que nous, on vous assure que le logement sera nickel.
Donc vous voyez l'appel que ça crée dans le marché, et bien entendu les prix augmentent. En même temps, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a une annonce qui est maintenant là, qu'on peut trouver. Il y a une annonce qui est lancée par le Home Office. Ils sont en train de recruter 300, ce qu'ils appellent case workers, 300 employés pour analyser les demandes d'asile. C'est des contrats en CDI, contrat à durée indéterminée, 300 personnes recrutées d'un coup. Ça signifie, nous ne sommes pas en train d'aller vers un freinage dans les mois et les années qui viennent, mais on est en train de partir vers une accélération de ce système. On est en train d'aller vers une industrialisation de ce système. Alors, on a, si vous voulez, j'ai pris juste cet exemple de l'immigration, mais on a des élites qui sont beaucoup plus zélés que von der Leyen, qui sont beaucoup plus zélés que tous les détraqués de Bruxelles que tu peux trouver, que tu peux imaginer. Donc, une fois libres, une fois qu'on leur a donné la souveraineté, eh bien, ce qu'ils font, c'est ils y vont puissance 10. Ça signifie, avec l'Union européenne, ils auraient atteint le degré de destruction que nous voyons aujourd'hui au jour le jour, où les gens deviennent de plus en plus pauvres, il y a l'inflation, on a même des... sur les 5 dernières années, pour te dire, chiffre officiel, sur les 5 dernières années, on a une augmentation de 95% de gens qui utilisent les banques alimentaires. Les banques alimentaires ont distribué l'année dernière 1,1 million de colis alimentaires pour enfants. Les news disent par exemple que les Britanniques sont de plus en plus nombreux à se débarrasser de leurs animaux de compagnie parce qu'ils ne peuvent plus s'en occuper. Ça coûte trop cher, tu vois, ça coûte trop cher de les nourrir. Donc ils se débarrassent de chats, de chiens, tout ça. Donc voilà où on en est. On est en train de rendre le Royaume-Uni pauvre encore une fois, parce qu'à la base, c'est un pays très pauvre. Et aujourd'hui, il est en train de le redevenir. Mais cette fois-ci, c'est pas par accident, c'est par choix. Donc, je disais, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, si je dois revenir en arrière, et revenir sur ce que je vous ai dit au début de vidéo, qui avait raison, qui avait tort? Alors, ce collègue, finalement, il avait raison de se méfier. Il avait raison, instinctivement, de se méfier des élites britanniques et de prendre ses affaires et partir. Il a très bien fait. Moi, j'avais raison d'avoir la foi. J'avais raison d'espérer. Mais voilà, le temps n'a pas justifié la confiance que j'avais mis dans le système britannique. Et puisque nous parlons de confiance, maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire? Nous, on a voté Brexit, mais en fait, il aurait valu voter pour le package entier. Si vous allez sur le compte Twitter du Premier ministre indien, Modi, vous allez voir que sous ces derniers tweets, il y a un nombre incroyable d'invectives, de critiques très virulentes de la part de Britanniques qui en ont ras-le-bol. Une nouvelle a fait l'effet d'une bombe aujourd'hui, un accord entre l'Inde et le Royaume-Uni, un accord au terme absolument ahurissant. Aucun pays, je parle même pas d'un pays souverain dans le sens souverainiste, je parle juste d'un pays qui a un minimum de souveraineté, ne signerait un accord pareil. C'est une trahison, et c'est une énième trahison, et là ça devient pratiquement le quotidien aujourd'hui. Quand tu vis dans ce pays, chaque fois qu'il y a une nouvelle qui arrive, tu dis c'est pas possible, j'ai mal lu, j'ai mal compris, j'ai mal entendu. Et malgré tout, c'est ça. On est dans ce qu'on dit l'incroyable, mais vrai. Alors je vous raconte. Ces derniers mois, et je l'ai très couvert sur ce canal, il y a eu une augmentation, voire une explosion de la fiscalité au Royaume-Uni. La fiscalité au Royaume-Uni devient très vite insupportable parce que tu vis ce qu'on appelle la double peine. Pourquoi? Parce que l'État ne redistribue rien du tout, donc tu es en train de payer beaucoup d'impôts. Donc tu payes les impôts pratiquement comme si tu étais dans un État socialiste. Mais par contre, tous les services publics que tu payes, eh bien, tu vas les payer plein pot. Tu vas les payer comme si tu étais dans une jungle capitaliste. Donc en fait, ça te fait la double peine. Juste pour vous donner un exemple, mettons que tu habites à 25 minutes, une demi-heure de Londres et que tu as besoin d'aller y travailler, donc tu prends un abonnement de train. Je ne sais pas combien ça coûte en France, dites-moi par exemple, je ne sais pas moi, un Paris-Fontainebleau, combien ça coûte. Eh ben, l'équivalent Paris-Fontainebleau en distance ici au Royaume-Uni, tu seras en train de payer 7-8 000 euros par an. Alors que tes impôts financent le rail qui a été vendu à des entreprises privées. Je veux dire, c'est un système complètement ahurissant. C'est ça qui rend les impôts très vite insupportables. Il rend la pression fiscale beaucoup plus
difficilement supportable au Royaume-Uni que dans d'autres pays. Tu payes littéralement les impôts d'un État socialiste, alors qu'en même temps, les services publics sont inexistants. Donc, je disais, un des impôts les plus terribles qui a frappé l'économie ces derniers mois, c'est l'augmentation de l'impôt sur le travail. Ça signifie que les compagnies qui donnent du travail doivent payer des contributions sociales. À quoi elles servent, on ne sait pas. Il n'y a même pas d'assurance chômage dans ce pays. Enfin, il y en a une, quel que soit ton salaire, tu reçois 6 mois, tu reçois à peu près 400 € par mois pendant 6 mois, juste pour te dire. Hein. Ça n'a rien à voir avec ton salaire, c'est pas proportionnel à tes revenus ou autres. Donc tu peux être potentiellement taxé sur 50 000, 70 000, 100 000 euros. Mais le jour où tu es au chômage, tu as 6 mois, 400 € et tu les touches par semaine, comme à l'ère victorienne. Donc, je te disais, c'est un impôt sur le travail qui a rendu le travail des Britanniques tellement cher qu'aujourd'hui, plein de compagnies disent on vire, on délocalise, ou bien on gèle les recrutements parce qu'à ce stade, ça devient pas possible, quoi. À ce stade, on ne peut plus travailler. Ok, donc ça, c'est le premier effet qui se coule. Ça, rappelez-vous, c'est le premier effet qui a fait que on ne peut pas recruter au Royaume-Uni. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le chômage est en train d'augmenter. Et puis, bien entendu, beaucoup de gens se retrouvent dans l'économie. On n'est pas dans l'économie de l'innovation ici, on n'est pas dans l'économie de l'IA ou l'économie de la tech ou autre. On est de plus en plus dans l'économie de Deliveroo, dans l'économie du contrat 0 heure, et dans l'économie des petits travaux, de la précarité, tout ça. Ok, maintenant. Et là, on arrive, maintenant que vous avez compris le contexte, on arrive à l'accord. Un accord a été fait avec l'Inde pour, tenez-vous bien, donc l'accord sur le papier, c'est un accord économique, ok? Mais quand vous lisez dans le texte, il comporte un volet immigration. Il sera possible aux entreprises au Royaume-Uni de ramener des travailleurs indiens et être exemptés pendant 3 ans de contribution sociale sur les travailleurs indiens. Voilà l'idée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un pays avec plus de 60 millions d'habitants, Royaume-Uni, qui ouvre son immigration à un pays de plus d'1 milliard d'habitants en disant, voilà, vous venez, vous les ramenez jusqu'à 3 ans, zéro contribution sociale. Donc en réalité, ce qui va se passer, c'est que des compagnies préféreront ramener des gens d'Inde parce qu'ils coûtent moins cher à recruter que les Britanniques. Ils coûtent moins cher déjà parce qu'il y a, comme on sait, il y a une pression à la baissière sur les salaires, ça c'est clair. Donc les gens qu'on ramène de loin sont toujours prêts pour venir au Royaume-Uni et accepter un sacrifice énorme sur le salaire. Donc ça c'est déjà la première couche, ça c'est la couche classique que nous connaissons, qui a toujours fonctionné. Mais aujourd'hui, on crée une incitation aux employeurs en leur disant vous n'avez qu'à ramener des gens d'Inde et pendant 3 ans, vous ne payez pas de cotisation sociale. Alors pour essayer de tromper l'ennemi, on leur a dit vous payez une somme, mais c'est une petite somme, il me semble de l'équivalent de quelques centaines d'euros. Au moment où ils demandent leur visa, ils payent une petite somme de quelques centaines d'euros pour solde de tout compte. Donc en réalité, on n'est même plus dans l'égalité, parce que vous savez qu'on a créé un système où il y avait une égalité devant la justice dans ce pays. Aujourd'hui, il y a une inégalité devant l'impôt, une inégalité devant le travail, et toujours cette inégalité au détriment des locaux. C'est absolument incroyable. Je connais beaucoup de pays où des révolutions auraient éclaté pour beaucoup moins que ça. Mais ici, bon, comme disait Margaret Thatcher, on n'est pas une société. Donc les gens regardent, et puis ils vont se plaindre, ils vont aller gueuler contre Modi sur son compte X, et puis ça va s'arrêter. Donc voilà un petit peu la nouvelle qui est complètement sidérante aujourd'hui. Et puis on va voir où ça va se terminer. Mais ce que disent les politiciens britanniques qui sont d'accord avec ceci, ils disent mais les gars, arrêtez de vous plaindre, parce que on a fait un accord qui est bilatéral. Ça veut dire que les Britanniques qui voudraient aller travailler en Inde, eux aussi, pendant 3 ans, ils ne paieraient pas les contributions sociales en Inde. Donc je vous laisse apprécier le côté humoristique de la sortie. Brexit. Nous, on a voté Brexit. Mais en fait, il aurait valu voter pour le package entier qui va le faire, ce Brexit-là. Donc, au départ,
c'était le parti de Farage. Parti de Farage qui d'ailleurs remonte assez fortement dans les élections municipales ces derniers temps. Ils ont gagné 2 maires, ils ont gagné 650 conseillers municipaux. Mais bon, je veux dire, le peuple britannique est en train de se réveiller. Il se réveillera, hein, je vous dis le truc. Il se réveillera, le peuple britannique. Mais la question sera, qu'est-ce qu'il y aura à sauver le jour où il se réveillera? C'est ça le problème. C'est que, comme je vous ai dit, plus on avance, plus les dégâts sont en train de s'accélérer et de devenir de plus en plus profonds, viendra le moment où ils peuvent se réveiller, parce que, de toute façon, regarde, quand il y a un petit incendie, et puis que quelqu'un se dit « Ah, je sens la fumée », donc là, effectivement, il s'est réveillé très tôt, hein, quand l'incendie était petit, mais ceux qui attendent de voir des grosses flammes sortir par le toit de la maison pour dire « Il y a un incendie », ok, ils se sont réveillés, pas parce que... Ils se sont réveillés parce que c'est la réalité les a frappés, c'est pas vraiment un réveil. Mais à ce stade, il est déjà trop tard pour réparer quoi que ce soit. Donc, pour dire, il n'aurait pas fallu voter pour le Brexit, mais pour les gens qui le portent. Le Brexit avait été promu par l'UKIP, par le parti de Farage, mais une fois qu'on a eu le Brexit, on a eu des gens qui n'y croyaient pas pour le conduire. On a des gens qui n'en voulaient pas vraiment, donc ils ont tout fait pour saboter. Et donc là, on a eu un méga sabotage. Tu vois le truc. Donc c'est ça vraiment l'erreur fondamentale. C'est qu'on n'a pas voté pour des gens, mais pour juste une décision historique importante dans l'histoire du pays, n'est-ce pas? Et on a donné cette responsabilité à des bouffons, comme par exemple Boris Johnson. Des bouffons entiers, des corrompus, des gens sans principe, sans foi ni loi. Et le résultat, voilà, le résultat ici, c'est que nous sommes aujourd'hui en train de partir. Voilà, nous sommes aujourd'hui en train de dégager à qui mieux, quoi. Voilà. Donc, la prochaine fois, enfin, s'il y a une prochaine fois, parce que de toute façon, je me suis même désinscrit ici, je suis plus inscrit dans les listes électorales. Hein, c'est quand on part, hein, c'est pas pour engager la conversation. Hein, c'est vraiment pour dégager. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc voilà. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Et puis, bien sûr, j'aurais pu parler d'autres choses. Hein. J'aurais pu creuser. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais bon, on est à 20 minutes. Il est grand temps d'arrêter cette vidéo. Merci encore une fois et à bientôt.